Je m'appelle Toinon, j'aime bien dire le Chief Positive Energy Officer. C'est pour un petit peu représenter ce qu'on fait ici, qui est casser un peu les codes être un peu le cliché, on va dire, de la Startup Nation. On a bien joué là-dessus. Et dans la Startup Nation, il y a tout ce truc autour des titres où on est CEO, COO, Chief, on est toujours Chief de quelque chose. Donc ça nous fait bien rire. Nous, on a lancé Prospecting il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Prospecting, c'est un outil d'automatisation sur LinkedIn qui vous permet en fait de faire des séquences, donc d'envoyer des invitations et des messages à des prospects ciblés sur LinkedIn. On a vécu une belle croissance parce qu'en fait, notre positionnement sur le marché, ça a été de créer un outil qui soit assez simple d'utilisation et qui vienne abstraire la complexité. Donc, il y avait beaucoup d'outils qui existaient, mais qui nécessitaient de comprendre comment fonctionne l'automatisation, comment fonctionne LinkedIn. Il fallait avoir un petit peu tous ces concepts-là derrière que la plupart des gens n'avaient pas et donc ils n'accédaient pas à ces outils. Et nous, on a eu un besoin en interne de développer un outil qui nous permettait de prospecter facilement et d'abstraire cette complexité-là. Donc, on l'a d'abord développé pour nous. Il se trouve que ça a intéressé pas mal d'utilisateurs et donc on l'a lancé. Depuis, on a bien grossi. On a lancé différents outils autour de LinkedIn. On ne va pas forcément s'éterniser là-dessus, mais on a un outil qui s'appelle Podawa qui permet de booster la portée de vos publications en demandant des likes et des commentaires. Un petit outil qui s'appelle Piwa qui vous permet de gérer la messagerie LinkedIn en mieux, mais qui est un petit peu buggé en ce moment. On travaille plus trop dessus. Et nous, notre sujet aujourd'hui, du coup… Mais ça aide énormément. Ouais, Piwa, un petit peu buggé, on l'utilise beaucoup, puis ouais, ça marche bien quand même. Quand c'est pas buggé, ça marche bien. Mais vous allez bientôt le débugger, donc ça va être top. Ouais, en fait, la proposition de valeur est vraiment cool parce que la messagerie LinkedIn est vraiment catastrophique, mais la difficulté de créer un outil qui se greffe sur un outil déjà buggé fait que c'est très difficile de ne pas avoir de bug en plus. Donc, on a un peu galéré. Aujourd'hui, on est concentré sur Wallaxy, qui est la version 2 de Prospecting. Donc, pour faire un peu l'histoire rapidement, quand on a développé Prospecting, on n'a pas du tout la vision finale du produit. Ça a été développé par des développeurs juniors. Et si vous voulez, le développement d'un produit, c'est un petit peu comme la construction d'une maison. Si vous mettez les fondations pour une maison et que vous construisez un immeuble, vous avez de fortes chances que l'immeuble s'écroule. Et au moment où vous voulez ajouter une fenêtre ou un balcon, vous allez avoir des problématiques techniques qui font que le bâtiment ne va pas forcément être adapté à ça. Et donc, sur Prospecting, on a eu ce problème-là, en fait, de créer un produit, d'ajouter des fonctionnalités sur fonctionnalités, et on s'est retrouvé avec un produit qui ne peut plus évoluer, où on n'est plus dans la possibilité de résoudre les gros bugs qu'on a et de mettre à jour en mettant des nouvelles fonctionnalités. Donc, on a décidé de développer une version 2 qui est Wallaxy, dont l'objectif est de faire du multicanal, donc de pouvoir à la fois contacter des gens sur LinkedIn et par email et potentiellement d'autres canaux, on reviendra dessus, mais aussi tout ce qui va être plus de stabilité, plus de fonctionnalité, une meilleure UX, une meilleure expérience utilisateur. Et donc, ça, c'est sorti il y a quelques semaines et on commence à avoir quelque chose qui est vraiment intéressant. Et donc, on va mettre tous nos axes, tout notre travail en fait sur ce nouveau produit Wallaxy dans le futur, qu'on a vraiment envie d'aller amener comme le meilleur outil de prospection automatisé sur le marché. Et je suis assez confiant sur le fait qu'on va y arriver. Pour une présentation un peu longue, voilà. Ouais. Merci en tout cas pour la presse. Bon, je pense voilà, ton outil va envoyer du pâté, mais on fera la démo plutôt après, parce que là le but c'était d'avoir un peu une vision globale de comment bien prospecter sur LinkedIn, parce que comme tu l'as dit si bien dans d'autres interventions, ça reste un outil qui est certes très puissant, très bien foutu, tout ce qu'on veut, mais ça reste un outil et beaucoup de gens font un peu nawak avec ces outils justement. Donc le but là aujourd'hui, c'est de voir un peu les bonnes pratiques pour mieux utiliser tout ça et l'intégrer dans une vraie stratégie de prospection. Donc du coup, il y a une limitation là qui a été mise en place depuis quelques temps. En gros, comment contourner un peu ces 100 invitations par semaine? Est-ce que tu as une petite astuce? Ouais, du coup, déjà, il faut revenir un peu sur ce que c'est pour ceux qui ne sont pas au courant. LinkedIn, forcément, donc si on revient même un peu plus dans le pourquoi, comment ça a démarré, justement. Il y avait des outils d'automatisation, ça ne se développait pas trop parce qu'ils n'étaient pas très accessibles, donc forcément, LinkedIn était contre, mais ça lui apporte aussi du business, puisque grâce aux outils d'automatisation, ils vendent des abonnements 16 Navigator, donc disons ça les arrange bien, en fait, qu'il y en ait, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et le problème, c'est qu'avec la démocratisation des outils, les gens pensent que c'est l'outil qui fait la différence et donc ils vont passer à l'échelle des mauvaises pratiques. C'est-à-dire qu'ils ne savent déjà pas prospecter manuellement sur LinkedIn et ils vont utiliser un outil d'automatisation et donc ils vont juste faire ce qu'on appelle du spam, c'est-à-dire envoyer des invitations qui sont non désirées à des centaines de prospects sur LinkedIn. Et LinkedIn, ça ne lui a pas trop plu, donc ils ont mis en place récemment, donc ça fait à peu près depuis début janvier qu'ils commencent à propager cette mise à jour, où ils limitent à une centaine d'invitations par semaine, tout
tout profil confondu. Donc, peu importe que vous ayez un abonnement Sales Navigator, que vous ayez un abonnement Sales Navigator, que vous ayez un bon taux d'acceptation, peu importe ce que vous avez, votre nombre de relations, etc., vous êtes limité à une centaine d'invitations par semaine. Donc, avant d'expliquer comment nous, on contourne, il faut comprendre que derrière, il y a une logique et que si LinkedIn a fait ça, c'est évidemment parce que les gens ont des mauvaises pratiques et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est l'idée, évidemment, les outils, c'est pratique, mais il ne faut pas oublier, derrière, il y a des méthodes, il y a des techniques, il ne faut pas grand-chose. Il y a quelques bonnes pratiques qu'on va voir qui font que vous pouvez vraiment améliorer la performance de vos campagnes, la qualité, la pertinence de vos prises de contact. Et donc, potentiellement, vous allez avoir une approche qui va être plus qualitative pour le réseau. Du coup, cette limite, nous, on la contourne. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail technique, mais aujourd'hui, elle affecte tous les utilisateurs. Nous, on a trouvé une solution pour aller jusqu'à 1000 invitations par semaine sur LinkedIn. Pour ça, on utilise deux techniques. La première, on a une petite techno dont on ne peut pas trop parler parce que c'est un avantage concurrentiel, mais en gros, si vous ne mettez pas de note d'invitation dans vos approches sur LinkedIn, vous pouvez envoyer autant d'invitations que vous voulez, il n'y a pas de limite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on utilise un outil d'automatisation, on a environ 10% d'acceptation en plus quand on ne met pas de notes. Donc, c'est un sujet aussi, on pourra revenir, mais l'idée de ne pas mettre de notes augmente les chances d'être accepté sur le réseau. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Et ensuite, vous avez le deuxième point qui est on est capable de trouver les emails des prospects. Et en fait, il existe une fonctionnalité sur LinkedIn qui est cachée aux utilisateurs qui permet de prendre contact avec quelqu'un si on a son email. Et nous, en trouvant les emails LinkedIn, donc aujourd'hui en France, on arrive à trouver un email sur deux emails sur trois. On va être capable de prendre contact avec cet email-là, via cet email-là. Et donc là, vous n'aurez pas de limite. Dans tous les cas, l'utilisateur reçoit l'invitation de la même manière que si vous l'aviez envoyé à la main depuis LinkedIn. Ouais, en fait, il existe des outils. Vous avez un partenariat, je crois, avec Drop Contact pour aller trouver des mails où il existe plein de techniques en fait pour trouver des mails. Mais soit on le fait à la mano, tout ça, en fait, on peut l'automatiser, quoi. Il se trouve que la plupart des gens ont des emails perso sur LinkedIn. Donc, nous, on est capable de trouver ces emails-là en faisant matcher avec un profil LinkedIn, mais ce n'est pas les emails Drop Contact et on ne donne pas accès à ces emails à nos utilisateurs. Donc, aujourd'hui, si on parle de Walaxy, vous avez deux manières de trouver les emails de vos prospects. Vous avez rentrer en contact avec eux sur LinkedIn et utiliser une séquence qui contient une étape recherche d'email avec Drop Contact qui vous permet de trouver des emails pro. Mais nous, on va pas utiliser ça. Et aujourd'hui, sur Walaxy, en fait, vous avez juste à envoyer des invitations normales et tout le système est automatisé et ça va fonctionner automatiquement derrière pour optimiser le nombre d'invitations que vous pouvez envoyer par semaine. Ça, c'est tout automatisé, il n'y a rien à faire. Vous avez juste à envoyer des invitations classiques. Et pour les gens qui sont sur Prospecting encore, cette limite, elle est aussi quand on est sur Prospecting. Donc, on communique que sur Walaxy parce que nous, notre intérêt, c'est d'amener un maximum d'utilisateurs vers un produit qui est plus stable, qui est plus fiable et sur lequel il va y avoir des ajouts. Donc, on communique uniquement dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes sur Prospecting, que ça vous convient, que vous n'avez pas de bug et que vous voulez rester sur le long terme, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne aussi. Juste aujourd'hui, sur Walaxy, on a augmenté un petit peu les quotas parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait facilement envoyer 150 invitations par jour. Donc, on est sur des quotas qui vous permettent d'atteindre environ 1000 invitations par semaine. Ok, donc ça fait un bon paquet. Donc comme vous l'avez compris, en fait, en gros, soit vous avez plein de temps à passer et vous pouvez les contourner en fait vous-même ces limites ou utiliser des petites astuces. Mais il y a des outils maintenant qui sont bien foutus comme Walaxy qui permettent d'automatiser tout ça. Tiens, pour l'histoire des invitations, effectivement, donc il y a un taux d'invitation, il y a un taux d'acceptation plus important quand on met pas de notes. Est-ce que quand même quand on met une note vraiment très qualitative, vraiment ciblée, le taux d'acceptation est plus élevé? Est-ce que tu as des stats là-dessus? Alors, vraiment un point d'accroche, genre on a fait la même école, bien sûr. Tout ça, tu vois. Bien sûr. Déjà, donc cette stat, elle est intéressante, mais elle est forcément biaisée pour deux raisons. La première, c'est que 99% de nos utilisateurs font n'importe quoi. Donc, forcément, 99% des utilisateurs qui envoient une note envoient des notes qui ne sont pas personnalisées, pas qualitatives et qui, du coup, ont des taux d'acceptation inférieurs. Donc, ça, c'est la logique générale qui fait que sur les millions d'invitations qu'on a regardées, on a des taux qui sont inférieurs sur les gens qui mettent une note. Le deuxième point, c'est évidemment si vous n'utilisez pas d'outils d'automatisation et que vous êtes dans une approche qualitative, ce qui est très bien en fait. C'est-à-dire, il faut pas utiliser l'outil d'automatisation de manière systématique. Si vous avez moins de 1000 prospects en France disponibles sur votre marché, vous ciblez les gros comptes, vous ciblez une cible vraiment de niche, vous n'avez aucun intérêt à utiliser un outil d'automatisation.
Parce qu'une fois que vous avez fait la première prise de contact, si la personne ne vous accepte pas dans son réseau, votre canal d'acquisition LinkedIn, il est un peu mort, entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de seconde chance. Donc, vous avez intérêt à maximiser vos chances en allant sur des approches qui sont personnalisées et en prenant le temps de bien segmenter et de bien approcher vos prospects avec un brise-glace, quelque chose qui va vous assurer de ne pas paraître automatisé et d'avoir une chance de rentrer dans le réseau. Donc, évidemment, si vous faites de la prospection à la main, utilisez des notes, justement, faites-en un levier parce que la majeure partie des gens utilisent des outils d'automatisation. Et donc, plus vous arriverez à ne pas apparaître comme un robot, meilleures seront vos campagnes manuelles. Maintenant, si vous utilisez un outil d'automatisation, vous avez cette problématique-là d'arriver à personnaliser vos approches. C'est possible, hein, on va voir après, il y a quelques techniques qui vous permettent de bien segmenter et de bien personnaliser vos approches. Mais l'histoire du taux d'acceptation, elle a aussi un biais derrière, c'est qu'on ne parle que du taux d'acceptation, on ne parle pas de la performance de la campagne. C'est-à-dire que quand vous contactez quelqu'un sur LinkedIn, l'invitation, c'est l'étape, c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire que si on vous ferme la porte, vous ne pouvez pas derrière enchaîner sur une séquence de messages. Donc, vous allez devoir aller sur d'autres approches. On pourra parler du multicanal à la fin. Mais si vous n'êtes pas accepté dans le réseau, c'est un petit peu perdu si vous voulez. Donc, vous avez intérêt à maximiser ce taux d'acceptation. Maintenant, quand vous n'ajoutez pas de notes, vous ne donnez pas de contexte à votre prospect. Donc, ça veut dire que potentiellement, il vous accepte parce que votre profil est sympa, mais derrière, il ne va jamais vous répondre. Et la stat que nous, on a ne dit pas si derrière, dans la succession de messages, vous avez des taux de réponse qui sont supérieurs et des performances de campagne qui sont supérieures. Donc là, on est vraiment sur pas de notes, permet d'avoir environ 10% d'acceptation en plus. On est sur 33% environ en moyenne sur des ajouts avec notes et 36% sans notes. Au global, sur le réseau, sur des millions d'invitations envoyées avec prospecting. Donc, c'est une stat très générale, hein, évidemment. Il y en a qui ont 15%, il y en a qui ont 50%. Ça va dépendre. En fait, il faut surtout ne pas faire le gros lourdingue, faire le commercial, dire hey, je suis gestionnaire en patrimoine, est-ce que tu veux un audit gratuit, les trucs comme ça, c'est le pire. Donc, soyez le moins commercial possible, essayez de trouver des points d'accroche avec les gens. Moi, je sais que je fais beaucoup avec les écoles, en lien avec les villes, en lien avec des contacts qu'on a en commun, en lien avec pas mal de choses. Totalement. Et ça marche super bien. Donc, moi, le taux d'acceptation, il est encore plus élevé que ça. Mais du coup, donc j'ai mis un petit sondage. Donc, allez dans sondage dans le menu. J'ai mis faites-vous n'importe quoi sur LinkedIn pour voir un peu si vous êtes conscient de ce que vous faites. Donc, vous pouvez répondre au sondage comme ça, on verra les stats. OK. Alors, on va passer à l'étape d'après. Donc, OK pour l'invitation. Mais en gros, comment bien cibler? Est-ce que tu as des techniques de ciblage qui sont un peu plus avancées que le truc de base où je tape des mots-clés dans LinkedIn? Qu'est-ce que tu utilises, toi? Ouais, carrément. Moi, j'aime bien, s'il y en a qui ont déjà vu des contenus à moi, j'aime bien faire une différence entre le ciblage que j'appelle informationnel et le ciblage comportemental. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est connu, hein, c'est moi qui ai défini ça comme ça. Tout ce qui est informationnel, pour moi, c'est tout ce que l'utilisateur a saisi de manière volontaire comme information sur le réseau. Donc, en gros, dans ce qu'on utilise le plus, ça va être tout ce qui touche au filtre de région, au filtre de langue, au filtre d'entreprise et au filtre de titre. Hein, souvent, on va utiliser le titre, les mots-clés qui sont dans le titre pour cibler ses prospects. Donc ça va se passer essentiellement via une recherche classique. Donc, on va aller soit sur une recherche classique, soit sur une recherche Sales Navigator, qui est la version premium de LinkedIn pour la recherche. Donc, si vous voulez une prospection de qualité et que vous utilisez le ciblage informationnel, je vous conseille vivement de prendre un abonnement Sales Navigator. Ça vous permet d'avoir une granularité de recherche qui est infiniment supérieure. Si on prend l'exemple, vous cherchez des CEO, donc des PDG en France, sur une recherche classique, vous allez avoir que la possibilité de filtrer par PDG. Donc, vous allez avoir et les PDG de Nestlé et les PDG de la PME du coin qui fait de la menuiserie. Donc, c'est pas du tout segmenté et vous pouvez pas approcher ces deux personnes de la même manière. Elles n'ont pas les mêmes problématiques, elles n'ont pas le même discours, elles n'ont pas le même besoin. Donc c'est un vrai sujet. Sur Sales Navigator, par exemple, rien que ce filtre, vous allez pouvoir segmenter par taille d'entreprise et donc vous allez pouvoir créer des sous-listes qui vont être beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus précises. Donc, le sujet dans le ciblage, ça va être toujours de faire des listes qui sont petites. Passer les 1000 prospects dans une liste, en général, c'est trop. Donc, on va chercher à faire des listes entre 500 et 1000 prospects qui sont le plus segmentés possible. Et c'est cette segmentation aussi qui, derrière, va vous permettre de faire de la personnalisation. Donc, comme tu disais, l'idée de segmenter par ville, par école, par entreprise. Et du coup, vous allez avoir des sous-segmentations, une granularité qui est meilleure et vous allez pouvoir utiliser ça dans vos approches. Donc, moi, je distingue ciblage informationnel, donc recherche classique Sales Navigator, recherche classique LinkedIn, et ensuite tout ce qui est ciblage comportemental. Ça va être les traces en fait que votre utilisateur il a laissées sur LinkedIn. Quand je dis traces, c'est en fait des données, des indicateurs qui vont permettre de savoir que ce prospect il s'intéresse à votre sujet.
Pour ça, vous avez plein de techniques différentes qui sont plus ou moins pertinentes. Pour les citer, moi, j'en utilise 4. La première, c'est toutes les personnes qui ont visité votre profil. Donc ça se marie super bien avec une stratégie de contenu. On y reviendra après. Mais quand quelqu'un visite votre profil, vous avez éveillé son intérêt, il a voulu en savoir plus. C'est une bonne manière de le recontacter. On n'est pas sur un ciblage de prospection qui est très précis. Ça va être difficile de lui vendre quelque chose parce que vous allez avoir une granularité de prospect qui est très large. Mais par contre, c'est une super technique pour augmenter la taille de son audience avec des personnes qui sont déjà intéressées, qui sont déjà un petit peu chaudes. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez grossir votre réseau pour créer un petit peu un réseau qui vous sera accessible et des gens qui vont potentiellement engager sur vos contenus. La deuxième qu'on utilise pas mal, c'est tout ce qui est publication sur des hashtags. Donc, vous avez la possibilité, avec Prospecting, de cibler des gens qui ont publié sur des hashtags précis. Et du coup, là vous allez attaquer des gens sur un sujet assez précis. En général, ça va être des petits volumes, mais du très qualitatif. Donc, je cible tous les gens qui parlent de prospection. Donc, je vais aller cibler tous les gens qui publient sur hashtag prospection et je vais pouvoir leur dire « Ah, salut, j'ai vu ton post sur le hashtag prospection, super intéressant, je pensais qu'on pouvait entrer en contact. » Vous allez avoir des taux d'acceptation qui sont très intéressants. La difficulté, c'est que n'importe qui peut parler de prospection. Donc, ce n'est pas sûr que ce soit votre prospect non plus, mais ça vous permet de créer un réseau de qualité, de créer des échanges de qualité. On va être sur une approche moins commerciale directe. Et ensuite, les deux autres techniques que moi j'utilise qui sont vraiment très, très intéressantes au niveau commercial, c'est commentaires sur des posts et groupe LinkedIn. Pour les commentaires sur les posts, aujourd'hui, vous avez une technique qu'on appelle le lead magnet. Vous avez forcément vu ça passer sur LinkedIn, où on va demander un commentaire et un like en échange d'un contenu, d'un lien, d'un article, etc. Ça, c'est super intéressant parce que s'il y a des gens dans votre secteur d'activité qui utilisent cette technique, vous allez pouvoir récupérer tous les gens qui commentent. Et en fait, sur ces posts-là, on a souvent 200, 300, 400 commentaires, voire plus. Et ça, c'est des gens qui sont ultra qualitatifs en termes de segmentation parce qu'ils se sont intéressés au sujet que vous voulez. Donc moi, si je prends l'exemple, par exemple, j'en sais rien, Julien, il fait un post lead magnet pour envoyer un article sur les 5 meilleures pratiques pour prospecter sur LinkedIn. Ça va être super intéressant pour moi parce que j'ai que des gens qui manifestent un intérêt pour la prospection LinkedIn. Et donc, je vais pouvoir les recibler en leur envoyant potentiellement un contenu similaire ou avec une approche commerciale plus directe en disant « Ah, j'ai vu que tu t'intéressais à LinkedIn via ton commentaire sur le post de Julien. On a un super outil pour prospecter sur LinkedIn, va jeter un œil. » Ça va être des approches un peu plus directes, mais ça marche vraiment très bien. La seule problématique, c'est d'arriver à avoir des posts assez volumineux où il y a beaucoup de monde et pas forcément que ce soit que les posts des concurrents parce que ça peut mal passer. Après, on n'est pas obligé d'utiliser ce levier en disant j'ai vu ton commentaire, mais déjà, c'est une segmentation qui est intéressante. Et un des gros avantages du Tu t'es pas fait engueuler Comment Tu t'es pas fait engueuler par des concurrents, ça va? Non, je me suis pas fait. Si, ça m'est arrivé une fois sur un growth hacker qui avait fait un post sympa autour des limitations LinkedIn récemment et j'ai prospecté toute sa base. Il n'était pas très content. Mais bon, c'est le jeu et nous, on se fait prospecter les gens qui commentent nos posts par nos concurrents. Donc pour moi, c'est pas un problème, c'est le jeu. Une fois de plus, de manière générale, si vous énervez personne, c'est que vous faites pas quelque chose de très intéressant. Donc il faut aller. Voilà, c'est normal. Tu as des bons retours, tu as des bons taux là. Ouais, j'ai des super taux. Moi, ma technique préférée pour ça, c'est vraiment d'envoyer un contenu similaire à celui que l'utilisateur il a demandé, parce que c'est une approche qui n'est pas très, très commerciale et qui est souvent même appréciée. C'est-à-dire que les gens vont dire « Ah, super, merci, ce contenu m'intéresse ». Et donc ça, c'est vraiment intéressant en allant cibler la même chose. La problématique, c'est ça, c'est d'avoir des gens dans son secteur qui publient des contenus de ce type-là. Donc, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde et il faut bien l'utiliser. Mais par contre, ça a un gros avantage. C'est que contrairement, je n'en ai pas parlé encore, mais le ciblage informationnel, le problème, c'est que tout le monde fait la même chose que vous. C'est-à-dire que tout le monde va sur ses navigateurs, cible par CEO, entreprise 11 à 50, dans la région parisienne. Et donc, vous avez des profils sur LinkedIn qui sont sursollicités, qui reçoivent tous les jours des dizaines d'invitations de prospection. Et plus quelqu'un est sollicité, moins il est réceptif à vos messages, surtout si vos messages ne sont pas très qualitatifs, surtout si vos messages sont un peu robotisés. Et en allant sur cette histoire de lead magnet et de commentaires sur les posts, l'avantage, c'est que vous avez des gens qui sont moins sollicités et vous avez des diversités de profils plus larges. C'est-à-dire que vous allez avoir des profils que vous n'auriez pas forcément pensé à cibler dans une recherche classique. Parce que tout simplement, il y a une grande diversité de gens qui s'intéressent à un sujet et ce n'est pas toujours dans leur job title, ce n'est pas toujours dans leur titre LinkedIn qui est marqué qu'ils s'intéressent à ce sujet. Donc c'est une bonne technique. Et ensuite, la dernière technique que moi j'utilise beaucoup, c'est la technique des groupes. Donc la technique des groupes, sur LinkedIn, je ne sais pas si vous savez, il y a une fonctionnalité qui s'appelle groupe qui ne sert absolument à rien.
puisque les groupes n'ont aucune portée, donc ça ne sert à rien. Il n'y a aucune notification des publications dans les groupes, ça n'apparaît pas dans les fils d'actualité, ça ne sert à rien, à part à repérer des gens qui sont intéressés à un sujet. Vous avez des millions de personnes sur LinkedIn qui rejoignent des groupes, et donc vous avez accès à ces groupes, soit directement en les rejoignant, donc là vous aurez accès à toute la liste des membres, soit via ces navigateurs, vous avez un filtre qui vous permet de cibler par « aidant le groupe », machin. Et vous êtes quasiment sûr que peu importe votre sujet, vous avez un groupe qui en parle, et donc vous avez moyen de cibler des gens qui sont intéressés par ce sujet-là. Si on parle de prospection LinkedIn, il y en a un paquet. Si on parle de growth hacking, il y en a un paquet. Si on parle de SEO, de WordPress, d'autres sujets, de quasiment tous les sujets, vous avez un groupe LinkedIn qui contient des fois plusieurs dizaines de milliers de membres qui sont intéressés à ce sujet. Donc ça, c'est vraiment intéressant. L'approche en disant « Ah, on est tous les deux dans le groupe machin, entrons en contact », ça vous donne des taux d'excitation qui sont intéressants. La seule problématique à ça, c'est l'obsolescence de la donnée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peut-être rejoint un groupe sur le LinkedIn Automation il y a 10 ans et qui ne sont plus du tout dans ce secteur-là et qui donc vont recevoir une invitation qui est moins qualitative parce qu'on rejoint des groupes, mais on quitte rarement des groupes. Parce que vu qu'il n'y a pas de portée, vu qu'on n'a pas de notification des groupes, on a tendance à ne pas quitter les groupes. Et donc, forcément, on risque de rester longtemps dans un groupe qui ne matche plus forcément avec ses intérêts du moment. Moi, c'est pareil, sur un truc type groupe, je vais utiliser plutôt une approche contenu où je vais partager un contenu et comme ça, je vais être sur quelque chose d'un peu moins spammy et les gens que ça intéresse, ils vont aller voir et ça va être une bonne technique et on pourra revenir dessus après. Je rajoute les contacts de contact aussi. Par exemple, ce qu'on fait, c'est tous les contacts de nos clients. Donc, par exemple, on prend les dirigeants, mais qui sont en contact avec un client en particulier. Ça permet de faire quand même de la prospection de masse, entre guillemets, mais en ayant une approche très personnalisée en disant on est en contact avec machin, qui est client, avec qui ça s'est bien passé et tout ça. Et nous, on a eu de très, très bons… Nos meilleurs leads, en tout cas, sont venus à travers, comme tu le dis, les ciblages un petit peu comportementaux. Les groupes aussi, effectivement. Moi, j'avais par exemple stalké un groupe d'entrepreneurs lyonnais en lien avec le digital et du coup, c'était des prescripteurs. Et du coup, ça a bien fonctionné, effectivement. Donc, tout ce qui est groupe, contact de contact, choses comme ça, c'est pas mal, ouais. Tu avais un dernier truc à rajouter ça dépend un petit peu dans quel secteur tu es, en fait, parce que la ciblage de contact, ça s'applique moins dans des secteurs où tu as des gens qui ont des milliers de relations. Donc, typiquement, moi, dans mon secteur, ça m'intéresse moyennement parce que j'ai des gens qui prospectent souvent déjà sur LinkedIn, qui ont des réseaux de 10 000 personnes, donc ce n'est pas forcément un levier. Mais quand vous êtes dans des secteurs de niche avec des gens qui sont moins actifs sur LinkedIn, qui ont 50, 100, 200 relations, vous avez beaucoup plus de chances que ça fasse tilt parce que c'est beaucoup plus probable que cette personne connaisse la relation dans la vraie vie. Et du coup, là, c'est un super levier. Et vous avez un filtre dans la recherche LinkedIn qui vous permet de cibler les gens qui sont en relation avec quelqu'un. On n'a pas fait de partage de caméra sur ce que je vous ai expliqué, mais si vous voulez, dans les questions, je vous montrerai un petit peu comment mettre en place, par exemple, le scrapping d'un post ou l'utilisation des groupes avec plaisir en partage d'écran. Sûrement avec Phantom Buster et tout. On va revenir dessus juste après. Alors, on va passer à la suite et plutôt au niveau du message maintenant. Donc, on a compris qu'il fallait ajouter du monde, on peut lever les barrières, tout ça, des limites d'invitation, comment cibler. Et maintenant, en gros, qu'est-ce qu'on envoie? C'est quoi les messages qui fonctionnent le mieux, à part rien, aucun message, certes, et faire des super bons posts. On reviendra après sur les posts, mais vraiment en termes de messages, qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans les invites, dans les messages qu'on envoie par email ou autre? C'est quoi tes retours? Le sujet du copywriting est un vrai sujet au sens, il y a une vraie problématique autour de ça. Parce que c'est un sujet qui a été un petit peu, si tu veux, mystifié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont copywriter sur leur post, sur leur titre LinkedIn, et d'un seul coup, ça en fait des gens qui maîtrisent et le reste des mortels ne maîtrisent pas, tu vois. Et il y a un peu un truc autour de ça où il y a ceux qui maîtrisent le copywriting et ceux qui ne maîtrisent pas, comme si c'était une science absolue. Et en fait, ce n'est pas le cas du tout. Et il faut complètement démystifier ça. Écrire une bonne approche, c'est juste une question de bon sens et d'empathie. Et il y a un vrai problème, c'est que du coup, en faisant cette mystification, les gens pensent qu'il existe des messages parfaits qui ont été écrits par les fameux copywriters. Et donc, il faut aller trouver ce template de message parfait qui marche systématiquement. Et ce n'est pas vrai, en fait. C'est vraiment, il n'y a pas de message parfait parce que ça dépend de qui vous êtes, ça dépend de ce que vous vendez, ça dépend à qui vous adressez. Ça dépend dans quel contexte vous adressez à cette personne. Donc, le message parfait n'existe pas. Et même s'il existait, là, tout le monde l'utiliserait et donc il serait plus parfait. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prospectez sur LinkedIn, dites-vous toujours qu'il y a peut-être 10 personnes qui envoient la même invitation à la même personne. Donc, si vous utilisez un template de message, au bout de 3 fois où le prospect il l'a reçu, si vous voulez,
il n'est pas dupe. Quand il reçoit 3 fois le même message d'affilée, il comprend bien que c'est un message automatisé, que tout le monde utilise le même template, et donc ce template, il ne fonctionne plus. Donc, il faut arrêter d'essayer d'utiliser des templates et il faut réfléchir et se mettre dans une position d'empathie. Vous êtes des humains et vous parlez à des humains. On a tendance à oublier, quand on utilise des outils d'automatisation, qu'on est en train de s'adresser à d'autres humains sur un réseau social qui, eux, ne sont pas forcément au courant que vous utilisez un robot. Et donc, le but absolu, c'est de ne pas avoir l'air d'être un robot, parce que personne n'a envie de se faire prospecter par un robot. Donc, il faut toujours chercher à être dans une approche qualitative et empathique. Et il n'y a pas de recette miracle. Moi, j'ai une astuce. Donc, l'idée, c'est déjà, il y a 2-3 trucs à ne pas faire. Si vous commencez votre message par « je m'appelle » sur LinkedIn, vous êtes mort déjà. Parce que c'est écrit sur votre profil LinkedIn. Donc, déjà, vous avez perdu 20 caractères et 3 secondes d'attention de votre prospect, parce que c'est déjà écrit sur votre profil LinkedIn. Ensuite, de l'entreprise de laquelle vous êtes. Votre prospect, il s'en fout de qui vous êtes, de l'entreprise de laquelle vous êtes. S'il veut savoir, il clique sur votre profil LinkedIn, il verra. Donc déjà, je m'appelle, toi non, je suis de Wallaxy, oubliez tout de suite. Et ça, je sais qu'il y a plus d'une personne sur 2 qui commence son message par ça. Donc ça, déjà, c'est mort, il faut l'enlever systématiquement. Vous avez, en gros, aujourd'hui, un message sur LinkedIn, un message de moins de 300 caractères donne des taux de réponse qui sont 2 fois supérieurs à un message de plus de 1000 caractères. Donc la première chose, c'est d'être le plus concis possible. Vous avez quelques secondes d'attention de votre prospect. Il faut que vous lui expliquiez ce que vous voulez et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter comme valeur. Donc, on s'en fiche de ce que votre produit fait. On veut savoir en gros quel problème vous résolvez, pourquoi lui vous le contactez et un appel à l'action. Qu'est-ce qu'il va gagner à entrer en contact avec vous, pourquoi il devrait vous accepter. C'est à peu près la même technique pour les notes d'invitation que pour les messages, puisque l'objectif, c'est de créer une discussion. L'objectif, c'est de rentrer en relation avec le prospect pour créer un échange et ensuite aller plus loin dans le process commercial. C'est un peu différent si vous faites du logiciel, parce que des fois, le but du logiciel, c'est d'amener directement un clic pour que le mec s'inscrive. Et les techniques sont un peu différentes, c'est un peu plus compliqué d'un point de vue prospection. Mais du coup, si on doit retenir, c'est vraiment cette notion d'empathie. Et donc la bonne technique, il n'y a pas de technique parfaite, il n'y a pas de framework idéal, de template qui marche à tous les coups. Il faut une question d'empathie. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui est concis. On va essayer de faire quelque chose qui est clair, qui est structuré avec pourquoi je vous contacte, qu'est-ce que j'apporte comme valeur et pourquoi vous devez entrer en relation avec moi. Et une fois que vous avez écrit votre premier message, il va falloir faire un travail d'empathie. Il y a une question qui marche assez bien, c'est vous vous dites, la personne que je contacte, elle reçoit 10 messages de prospection par jour similaires et elle répond à une seule personne. Est-ce que je suis cette personne à qui elle répond si je lui envoie ce message-là ? Et si en vous mettant à sa place et en vous disant « je reçois 10 messages similaires par jour », est-ce que je vais répondre à ce message-là précisément ? Si la réponse est non, vous avez une petite idée sur le fait que votre prospect ne va pas répondre. Puisque si vous-même, en vous mettant à sa place, vous vous dites que vous ne répondez pas à votre message, il y a de fortes chances que ce soit pareil, voire pire pour votre prospect. Donc là, à ce moment-là, recommencez et tentez une autre approche, tentez autre chose. Il ne faut pas non plus tomber, il y a un risque de tomber dans je ne veux plus du tout prospecter et je vais tourner autour du pot. Le prospect, il n'aime pas ça non plus. Si vous êtes sur une question trop générale, qu'est-ce que vous aimez dans la vie alors que vous voulez lui vendre une solution de prospection automatisée, oui, vous allez avoir des taux de réponse qui sont intéressants, mais à un moment, ça va être compliqué de l'amener là où vous voulez et lui montrer ce que vous lui apportez. Donc, vous pouvez essayer ça, mais votre prospect, quand il va voir que dans la discussion, vous essayez de l'amener à la prospection automatisée, il va pas être dupe et ça risque de moins bien se passer a posteriori. Donc, essayez de rester dans quelque chose qui touche à votre secteur et qui n'est pas non plus absurde et il ne faut pas prendre la personne que vous contactez pour un con. Et après, vous avez plein de techniques différentes. Si vous êtes moins prospection commerciale pure, moi, par exemple, ce que j'adore faire, c'est partager du contenu. Donc, je vais utiliser la prospection comme un canal de distribution de mon contenu. Et donc, je vais mettre en avant, alors je ne suis pas trop mettre en avant les webinars et les replays, etc., mais plus sur les articles. Donc, on écrit beaucoup de contenu sur les case studies, les meilleures pratiques sur LinkedIn, etc. Et je vais prendre un article qui marche assez bien, je sais qu'il est beaucoup vu sur notre site, et je vais l'utiliser comme levier de prospection. Et donc, je vais dire, justement, si la personne est dans un groupe, si la personne a commenté un post, j'ai vu que tu étais dans le groupe prospection B2B bonne pratique. On vient juste de sortir un article sur les 5 nouveaux canaux à utiliser en prospection automatisée en 2021. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Et donc, on va avoir des taux qui sont vraiment intéressants et une approche qui n'est pas très commerciale et l'utilisateur va prendre connaissance de l'article. Et donc, on va convertir moins directement. C'est plus difficile à traquer parce que vous n'avez pas la possibilité de savoir si la personne elle a téléchargé depuis ce lien.
Donc, il va y avoir si vous voulez, une boucle. L'utilisateur ne va pas arriver directement à votre produit. Mais par contre, vous allez mettre en avant votre expertise. Dans l'article, vous allez expliquer qu'un des nouveaux canaux, c'est de la prospection LinkedIn et le cold email. Et donc, il va, avec un appel à l'action pour aller tester Wallaxy. Et l'idée, ça va être dans une approche un peu plus subtile, qui va être moins spammy sur le réseau. Ouais. Et attends, pardon, je te mets un tout petit. Je voulais savoir si tu avais des bonnes pratiques, toi aussi. C'est un vrai sujet. Ouais, justement, parce que je sais que vous utilisez pas mal aussi, quand vous partagez quand même vos petits frameworks de messages un peu sympas, prêts à l'emploi, entre guillemets, je sais que vous utilisez beaucoup aussi le côté sympathique. Tu mettais des petits gifs, des machins, surtout par mail. Donc, ça, c'est une bonne technique d'influence et de manipulation, la sympathie. Moi, c'est vrai que j'utilisais plutôt la deuxième, là, surtout dans la prestation de service, on est sur de la réciprocité, où je vais offrir quelque chose, mais plutôt que de donner le lien tout de suite, moi, je vais poser la question en disant, ah tiens, justement, je suis en train de créer tel contenu, même si en soi, je l'ai créé depuis 2 semaines, je suis en train de créer tel contenu, est-ce que ça t'intéresserait que je te l'envoie quand il est terminé? Ou est-ce que ça t'intéresserait que je t'envoie le lien? Comme ça, j'enclenche la discussion, après, j'envoie le contenu, en général, la personne, vu qu'elle est obligée d'être un peu cohérente, elle va voir le contenu, elle me dit ah merci, et puis il y a une discussion qui se crée. Donc effectivement, l'échange, l'empathie, tout ça, ça fonctionne bien. Ça dépend vraiment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de template parfait. Et je vais le répéter encore et encore parce que je sais que ce que les gens cherchent le plus, c'est le message idéal. Mais si vous prospectez des décisionnaires qui ont plus de 55 ans, qui sont dans des boîtes de plus de 100 personnes, arriver avec un GIF, c'est à vous risquer péril. Mais c'est pas forcément la meilleure technique. Donc, il faut bien comprendre aussi qu'on ne va pas s'adresser de la même manière aux jeunes marketeurs B2B dans une startup et au CEO d'une boîte de 500 personnes dans le bâtiment, si vous voulez. Donc ça, il faut bien se poser la question. Il y a une vraie question d'empathie et de se dire à qui je m'adresse et qu'est-ce que je veux lui proposer et comment lui, il raisonne. Et est-ce que j'y arrive avec le tutoiement, avec le vouvoiement? C'est pareil, c'est une question qui revient. Moi, j'aime bien utiliser le tutoiement. Bon, quand tu t'adresses avec des gens qui ont plus de 55 ans et qui sont un peu plus élevés dans la hiérarchie, tu prends des retours sévères de gens qui disent on n'a pas élevé les cochons ensemble. Bon, c'est des risques, mais il faut bien savoir à qui vous adressez et ce que vous voulez vendre. Carrément. Ça dépend de votre positionnement, de votre image. Je sais que moi, je tutoie directement. Une fois, je me suis fait pourrir, effectivement, en disant que je tutoyais. Mais bon, 1 sur plusieurs milliers, c'était pas très important. Et bon, cool, merci beaucoup pour tous tes conseils sur la partie message. Maintenant, sur la partie post, qui est un peu quand même, qui est un peu le complément de tout ça, parce qu'en gros, on va rajouter des gens, on va avoir un bon taux d'acceptation maintenant, et on a des messages pertinents et on va les renvoyer vers du contenu. Mais en gros, on n'a pas le temps non plus d'envoyer une information par jour à chaque personne, on va les saouler. Donc, on utilise beaucoup la publication et la création de contenu qu'on va diffuser sur LinkedIn pour continuer sa prospection digitale. Est-ce que tu aurais 3 petites techniques, 3 bonnes techniques même, un peu made by toi, sur les contenus? Comment créer des contenus qui dépotent vraiment de sa race? Je sais que tu m'as dit en préparation, sur le contenu, il faudrait bien avoir des trucs originaux. Le problème de ça, c'est qu'en fait, la plupart des gens n'appliquent déjà pas les grands principes, tu vois. Donc, si on commence à donner des trucs un peu forts. Donc, c'est original, vu que 99% des gens le font pas, ça reste alors, parfait. Du coup, je vais rester sur les grands principes. Moi, je peux aller un peu plus dans les trucs originaux, mais il y a quelques principes dans le contenu. Donc, déjà, il y a contenu et contenu, c'est-à-dire que créer du contenu, ça veut un peu tout et rien dire. Là, on est en train de créer du contenu. Écrire un article de blog, c'est du contenu. Là, j'étais plus dans l'optique de parler des posts LinkedIn, qui est un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, même dans une bonne séquence de prospection, 2 tiers des gens, quasiment en moyenne, 2 tiers des gens que vous allez contacter sur LinkedIn, avec qui vous allez entrer en relation, donc qui rentrent dans votre réseau, ne vont pas répondre à votre séquence de messages. Donc, vous avez 2 tiers des gens que même après les avoir harcelés avec 5 messages, et je ne le conseille pas, ne vont pas vous répondre. Et donc, comment on fait pour ce qu'on appelle en anglais nurturer, nourrir ses prospects et les éduquer? Peut-être que votre message, il n'a pas fait tilt parce qu'en fait, ces gens-là, ils ne sont pas éduqués, ils n'ont pas forcément conscience de ce que vous résolvez, ils n'ont pas forcément conscience du problème que vous êtes en train de traiter et des solutions. C'est particulièrement vrai quand vous êtes dans des marchés un peu innovants où vos prospects, 95% des prospects, on dit, ne savent même pas qu'ils ont ce problème et qu'il y a des solutions. Et donc, il y a un travail d'éducation en expliquant la problématique qu'on traite et en essayant d'expliquer quelle est la solution. Et donc, le contenu LinkedIn est une super manière de faire ça parce que quand votre prospect rentre en relation avec vous sur LinkedIn et que vous lui avez envoyé une série de messages, vous avez plus de chances qu'il voit votre publication dans son fil d'actualité.
Et donc, on va utiliser cette technique-là comme un levier supplémentaire pour éduquer ses prospects en partageant des contenus qu'on appelle à forte valeur ajoutée. Donc, l'idée de la valeur ajoutée, c'est de créer des contenus gratuits qui apprennent quelque chose à l'utilisateur, qui le divertissent, qui ont pour objectif de mettre en avant votre expertise. Mais il ne faut pas non plus que ce soit chiant. Donc, il y a quelques principes dans le contenu qui sont assez importants. Le premier, c'est que je donne toujours, c'est soyez vous-même. On est sur un réseau de personnes. LinkedIn, on est sur un réseau de personnes. Donc, tout ce qui est page entreprise, oubliez, parce que les pages entreprises sont par définition corporate et pas authentiques. Et en plus, LinkedIn ne leur donne aucune portée, parce que LinkedIn veut que les pages entreprises payent pour la publicité, pour être visibles. Donc, en grosso modo, utiliser une page entreprise, c'est quelque chose de vitrine où les utilisateurs viennent, mais ce n'est pas quelque chose pour aller chercher les utilisateurs. Et vous aurez une portée qui est vraiment mauvaise avec les pages entreprises. Donc, utilisez les comptes personnels. Optimisez bien vos comptes personnels pour ramener à ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez, c'est que votre utilisateur, quand il a vu votre post, il clique sur votre profil et il sait ce que vous faites et il a envie d'aller sur votre site, il a envie d'en savoir plus ou de réentrer en contact. Donc ça, c'est un premier point. Authenticité, donc essayez de faire du contenu qui vous ressemble, mais qui ressemble aussi à la cible à laquelle vous vous adressez. Si vous êtes jeune marketeur prétentieux et que vous vous adressez à des gens qui ont 60 ans, va falloir trouver le truc qui match, parce que si vous mettez trop d'émojis et trop de langage, on va dire, un peu verbeux, un petit peu, pas verbeux, un petit peu, comment dire, familier. De rue, enfin pas de rue, c'est pas… Familier. Familier, excuse-moi, c'est le mot que je cherchais. Ça risque de moins matcher. Donc, cette notion d'authenticité, elle est fondamentale. Créer du contenu qui vous ressemble. Le deuxième point vraiment fondamental, c'est la régularité. Il vaut mieux que 100 personnes voient votre post tous les jours plutôt qu'un million de personnes voient un seul de vos posts. Parce qu'un seul de vos posts, personne ne va s'en souvenir en fait. Vous allez avoir une pique de visite sur votre profil et puis après, ça va retomber et personne ne se souviendra de vous dans 3 semaines. Par contre, si vous avez 100 personnes qui tous les jours voient de vos contenus, ces 100 personnes-là, c'est des gens qui d'un seul coup sont nourris sur le long terme et vont revenir et vont commencer à engager, à mettre des commentaires sur vos posts et vont vous connaître pour ce que vous faites. Donc, cette notion de régularité, elle est fondamentale et la grosse erreur qu'on voit dans la création de contenu, c'est de se lancer en faisant un post tous les jours pendant 2 semaines, puis après, plus rien. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire et il vaut mieux commencer petit. Donc, moi, mon conseil, c'est commencer petit. Faites un post par semaine. Si vous avez 10 idées maintenant, programmez vos posts pour les 10 prochaines semaines. Comme ça, vous avez du contenu pour les 3 prochains mois. Et quand vous arrivez sur plusieurs mois à faire un post par semaine, faites-en 2, puis faites-en 3, faites-en 4, jusqu'à rester dans cette régularité de créer du contenu régulier. Déjà parce que l'algorithme favorise ça, et aussi parce que les gens favorisent ça. Plus ils vous voient, plus ils vont être amenés à engager, à suivre votre contenu, etc. Ensuite, tu ne recommandes pas de faire des clickbait du coup avec regarde mon dauphin comme il saute, clique dessus pour avoir des millions de portées sur un seul post alors? Moi, je n'utilise pas ça, non. La difficulté avec le contenu sur LinkedIn et de manière générale sur les réseaux, c'est l'aspect vaniteux. C'est-à-dire qu'on va aller chercher du like, on va aller chercher de la vue absolument. Et ce n'est pas le volume de vues qui est intéressant, c'est la qualité. Donc, si vous faites du clickbait comme ça, si vous voulez faire des vues, vous faites un post, vous dites pour ou contre la peine de mort, vous allez devenir viral sur le réseau. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'un point de vue business? Est-ce que ça va vous apporter des clients? Est-ce que ça va mettre en avant une image qualitative de ce que vous faites? Je ne suis pas sûr. Donc, le but, ce n'est pas de chercher la portée maximale absolument, c'est de trouver le juste milieu. Maintenant, dans la création de contenu, il ne faut pas oublier qu'on a tendance à penser que sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel, donc il faut rester hyper professionnel, carré, corporate, etc. C'est de moins en moins vrai. Et surtout, le cerveau humain, il n'est pas fait pour lire un truc chiant. C'est-à-dire que si votre post, il est chiant, il est ennuyant, il est difficile à lire, il est plein de formules compliquées, juste personne ne va le lire en fait. Donc, il faut penser au lecteur quand vous créez du contenu sur LinkedIn et que vous écrivez un post. Une des bonnes techniques, c'est de le relire à haute voix. Si quand vous lisez votre post à haute voix, il n'est pas agréable à lire à haute voix, c'est qu'il y a un truc qui cloche et vous n'êtes pas dans quelque chose qui est fluide à lire, qui est réseau social, qui est j'ai 10 secondes d'attention à accorder à ton post, donc il faut que ça déroule, il faut que ça suive, il faut que ce soit agréable, il faut que ce soit fluide. Donc ça, c'est une bonne technique. Une autre des techniques que moi, j'utilise pour créer du contenu, c'est vous écrivez votre post et vous ne retouchez pas et vous revenez 48 heures après, 24 ou 48 heures après et vous enlevez 20%. Ça marche super bien. Il y a toujours trop de choses dans un post. Et il faut retourner à l'essentiel et donc créer sa première version de post. Laisser reposer 24 heures, 48 heures, revenir et dire « Ok, ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève, ça je reprends un petit peu ».
Et d'un seul coup, vous avez des posts qui sont beaucoup plus faciles à lire, beaucoup plus agréables et donc qui vont avoir des portées plus intéressantes. Et ensuite, il faut quand même parler de la phrase d'accroche. Sur LinkedIn, vous avez 5 lignes et 220 caractères qui vous permettent de faire une accroche. Si la personne ne fait pas voir plus, vous avez peu de chances de la convertir ou en tout cas de la nourrir. Donc, vous allez devoir vraiment chercher des accroches, forcément un peu plus techniques, hein, il faut le dire, ou en tout cas des accroches qui vont quand même matcher avec votre post, mais qui doivent être catchy, qui doivent attraper la personne quand elle scrolle sur LinkedIn. Et, carrément. Et du coup, sur cette partie-là, effectivement, il y a pas mal de techniques. Je pense que tu as fait aussi d'autres contenus. Si ça te va, on avance un petit peu pour que tu puisses nous faire la démo. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez poser des questions sur ces techniques-là. Mais en gros, plus les gens vont rester sur votre poste, plus vous donnez visibilité, plus vous êtes régulier, comme le disait Toinon, mieux ça marchera. Est-ce que tu pourrais nous parler, 2 minutes de la partie un peu du monocanal au multicanal? Parce que c'est vrai que là, on parle que de LinkedIn. On dit on va faire de la prospection avec LinkedIn. Tu dis toi-même, vous faites aujourd'hui 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et tout ça. Est-ce que c'est essentiellement dû que à LinkedIn ou il faut avoir une approche un peu plus globale quand même? Ouais. Alors si je parle pour mon acquisition, notre acquisition, on n'en fait quasiment plus en prospection LinkedIn parce que ça représente des volumes qui ne sont pas très intéressants pour nous et on est beaucoup plus sur une stratégie de contenu. Ensuite, je vais rapidement du coup exposer ce que c'est le multicanal et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, quand on entend multicanal, en prospection multicanal, on entend aller faire des campagnes qui vont contacter vos prospects sur LinkedIn et sur d'autres canaux. Donc, par exemple, de l'email. On peut aller jusqu'au SMS, on peut aller jusqu'à d'autres canaux un peu plus fantaisistes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'avant de faire du multicanal, il faut maîtriser chaque canal indépendamment. Et donc, si vous voulez faire de la prospection et ajouter Twitter dans vos canaux d'acquisition sur des séquences qui font LinkedIn, email, Twitter, vous devez d'abord tester Twitter comme canal de manière indépendante pour voir comment ça marche, pour comprendre les codes, parce que chaque canal ont leur code et on ne va pas envoyer un email de la même manière qu'on envoie un message LinkedIn, de la même manière qu'on envoie un message Twitter et de la même manière qu'on envoie un SMS. Et l'erreur, c'est de dupliquer en pensant que c'est la même approche sur tous ces canaux. Donc nous, dans Wallaxy, on va revenir dessus, mais Wallaxy, ça vous permet de faire du multicanal aujourd'hui et on a envie d'amener les gens à facilement en faire. Il ne faut pas oublier que plus vous touchez votre prospect sur différents points de contact, plus vous augmentez les chances d'avoir une réponse, mais aussi plus vous augmentez la perception d'être spammy. Parce que si la personne ne vous a pas répondu sur LinkedIn parce que votre approche n'était pas qualitative ou qu'elle ne correspond pas à ce que vous faites et que vous la recontactez sur LinkedIn, puis par SMS, puis sur Twitter, à un moment, elle va en avoir marre et ça ne va pas être à votre avantage. Ensuite, on distingue la prospection multicanal de tout ce qui est, moi, maintenant, j'appelle omnicanal, qui est une stratégie plus globale, plus holistique du marketing. C'est qu'on dit qu'il faut entre 7 et 13 points de touche avec un prospect pour vraiment l'intéresser et le convertir. Bon, c'est des chiffres, je ne sais même pas d'où ils sortent, c'est ce qu'on dit. Mais le message derrière, c'est qu'il faut que votre prospect soit exposé à votre message le plus souvent possible. Et ça passe par la prospection, évidemment, mais ça passe par d'autres choses aussi qui ne sont pas accessibles forcément à tout le monde. Mais aujourd'hui, on ne peut pas envisager une stratégie d'acquisition en faisant qu'un canal. Il faut commencer par un canal et ensuite, une fois que le canal est maîtrisé, il faut aller ajouter des canaux. Et par là, j'entends tout ce qui est publicité, donc tout ce qui est publicité payante type Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, YouTube Ads et Google Ads, donc toute la gamme publicité sur les réseaux sociaux qui va servir souvent à faire du retargeting, donc du reciblage. Tout ce qui va être référencement naturel sur votre sujet, donc aller créer du contenu sur votre sujet qui soit référencé sur Google, et ensuite tout ce qui est contenu à forte valeur ajoutée et sa distribution. Donc là, on parle de faire des webinars, faire des posts LinkedIn, faire des articles à forte valeur ajoutée que vous allez distribuer soit sur votre blog, soit sur Medium, faire de la vidéo, faire du podcast. Et l'idée, ça va être de multiplier au maximum les points de touche possibles avec votre prospect pour essayer de créer un peu une bulle et ensuite de mettre en place un système qui permet, quand votre prospect il a un premier point de contact avec vous, de rester dans cette bulle. Donc, par exemple, je donne un rapide exemple. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place une vraie toile d'araignée où le but, c'est que si vous venez sur notre blog, on va vous recibler sur les réseaux avec des contenus similaires, des articles similaires sur des Facebook Ads. Si vous commentez un de mes posts LinkedIn suite à un lead magnet, par exemple, pour recevoir un contenu
potentiellement, je vais traquer le lien en utilisant un outil comme Pixelme, ce qui fait que je vais aussi vous recibler sur les réseaux sociaux. Peut-être que quand vous allez venir sur notre article de blog, on va vous inviter à rejoindre notre communauté Facebook. Donc, vous allez voir nos contenus sur la communauté Facebook. Et l'idée, ça va être de créer une toile où, à partir du moment où vous avez un point de contact avec nous, vous avez une forte chance de voir d'autres contenus autour de nous et donc d'être nourri pour avoir vraiment ce travail éducatif sur le long terme, d'expliquer quels problèmes on résout, ce qu'on fait, les bonnes pratiques. Est-ce que, du coup, tu pourrais passer à une mini démo, du coup, bien sûr, 5 minutes de démo de l'outil? Ça rapide. De toute façon, c'est pas ce qui a le plus de valeur dans le live et des démos, on en a en ligne plus complète, donc il n'y a pas de souci. On va juste expliquer grosso modo le fonctionnement. Et après, si vous voulez plus de détails, on a un support super quali qui vous répondra à toutes les questions plus produits. Pour moi, l'idée dans ces lives, c'est vraiment de parler des bonnes pratiques. Et après, l'outil, c'est quelque chose qui vient dans un second temps. Donc, vraiment, aborder plus ce sujet-là. Hop. Ouais, c'est bon. Comment ça marche, Wallaxy? Donc, Wallaxy, pour vous présenter un petit peu, c'est la version 2, comme je disais, de prospecting, qui vous permet de faire des séquences à la fois sur LinkedIn et par email, avec la possibilité ce qu'on appelle d'enrichir les emails. Donc, en gros, intégrer dans l'outil sans abonnement supplémentaire. On se greffe à Drop Contact, qui est un outil de référence sur la recherche d'email pro. Et dans les séquences, vous allez pouvoir faire des séquences qui vous permettent de contacter votre prospect et par LinkedIn et par l'email. Le fonctionnement de base, c'est de créer des listes de prospects. Donc, vous avez une sorte d'aspect un peu mini CRM, à partir duquel vous allez pouvoir importer des prospects, donc soit directement via LinkedIn, soit via une recherche CSV Navigator, soit via un fichier CSV qui contient des URL LinkedIn. Donc, dans l'exemple ici, hop, je vais aller faire une recherche LinkedIn j'en sais rien dans le marketing. Donc là, vous ne faites pas ce que je viens de faire, puisque ce mot-clé de recherche ne doit jamais être utilisé dans une recherche, parce qu'en fait, vous avez des gens qui font du marketing, mais des gens qui ont juste mis marketing sur leur profil, des gens qui travaillent dans une boîte où il y a écrit marketing. Et donc, vous avez des profils qui correspondent pas du tout. Donc, dans une recherche, si vous voulez faire quelque chose de quali, il faut utiliser les filtres de titres. C'est pareil, je vous partagerai les contenus si vous voulez à ce sujet. Bon, pour vous faire le petit résumé, donc l'outil Wallaxy qu'on connaît bien chez Pilotin, on connaît bien Prospecting, Wallaxy, donc permet de faire exactement la même chose que sur Prospecting, sauf qu'il est moins buggé, il fonctionne bien mieux, il y a toutes les levées au niveau des invitations et tout ça, ça fonctionne très très bien. Ça permet d'exporter les listes depuis LinkedIn. Je pense que c'est en partage de connexion, ça fonctionne moins bien. Ça permet d'exporter toutes les listes depuis LinkedIn et du coup, ça permet d'ajouter au fur et à mesure du process les fameuses campagnes et les fameux scénarios. Donc, ça ressemble au marketing automation. Les fameux scénarios qu'on a du coup sur Wallaxy permettent de mixer du coup les invitations LinkedIn avec de l'email. Donc, potentiellement, vous pourriez ajouter la personne sur LinkedIn. Vous allez ensuite lui envoyer un message pour lui proposer un contenu et peut-être une semaine après, eh bien, vous allez pouvoir lui envoyer justement plutôt un email avec un autre contenu puisque vous aurez pu enrichir du coup votre fichier avec l'adresse email de la personne, ce qui vous permettra d'envoyer après un email. Donc, il y a vraiment ce combo et ce mix entre LinkedIn, la messagerie LinkedIn et les emails. Vous allez ajouter prochainement, toi non, peut-être les SMS, c'est ça? C'est quoi les ouais, alors, il y a un vrai sujet pour nous à pas ajouter trop vite des canaux. En fait, et c'est ce qu'on a envie de passer comme message, c'est que normalement, avec du LinkedIn et de l'email, vous avez déjà plus de 80% de la prospection B2B qui se passe ici. Et tant que vos campagnes, elles ne sont pas super optimisées sur ces deux canaux-là, vous n'avez pas intérêt à aller sur d'autres canaux tout de suite. Donc, nous, on est dans une logique de simplicité. On a une problématique, c'est qu'on veut rendre accessible à tout le monde la prospection multicanal. Et chaque canal qu'on ajoute, c'est une complexité exponentielle dans l'utilisation, parce que ça fait significativement plus de points de touche, c'est mathématique. Et donc, ça va complexifier énormément l'utilisation du produit. Donc, on est dans une logique de d'abord faire un outil qui fait LinkedIn et email parfaitement, qui va accompagner l'utilisateur dans la mise en place de ses campagnes. On travaille sur une technologie pour aider à justement rédiger des approches basées sur les dernières technologies de l'IA, qui va permettre de créer des messages plus pertinents et plus efficaces en prospection. On travaille sur tout ce qui est ciblage, message audio, etc. On a envie d'aller vraiment dans l'ultra-personnalisation, donc aider l'utilisateur à faire des approches quali sur LinkedIn et email. Et dans un second temps, on ajoutera des canaux vraiment quand on aura créé ce travail d'éducation et un outil qui permet à n'importe qui de faire de la prospection
qualitatif par LinkedIn et par email. Est-ce que tu veux que je continue la démo ou est-ce que c'est pas Non, ça fait tout planter. De toute façon, vous avez fait d'autres contenus, vous avez fait des démos, donc je vous invite à aller voir les autres contenus allez voir les autres contenus sur Wallaxy avec Toinon, son associé et tout le monde. Alors, je vous avais dit que j'avais une petite surprise, donc je vous mets un code promo dans le chat qui vous permet d'avoir moins 20% si vous souhaitez prendre un abonnement mensuel ou annuel chez Wallaxy. Donc, il faut savoir que nous, chez Pilotine, on était des gros utilisateurs de Prospectine à l'époque. Maintenant, on est utilisateurs de Wallaxy. Et c'est vrai que ça fait un sacré bond en avant. Donc, si jamais vous souhaitez aussi tout ce qui est accompagnement, formation, nous, on est agréé organisme de formation. On donne des formations sur ce type d'outils-là, mais aussi les autres. On a ActiveCampaign, on a Phantom Buster, on a pas mal d'autres choses. On fait pas mal de formations sur l'aspect prospection digitale. En tout cas, si vous voulez le faire par vous-même, voilà le petit code promo qui vous permet d'avoir les 20% de remise pour vous lancer et continuer à tout envoyer. Et en tout cas, toi, non, merci beaucoup pour la presse et je suis entièrement d'accord avec toi. Par exemple, moi, j'avais testé la grosse machine. Je pense que tu l'as testé aussi et le truc est en fait trop complet. Il y a des trucs dans tous les sens, machin. On s'y perd un petit peu. En plus, ça fait 200 balles par mois. Donc, l'outil a l'air d'être très quali comme ça, mais il faut faire une montée en compétences de ouf pour commencer à l'utiliser correctement. Et c'est même le risque de faire n'importe quoi tellement il y a d'options. Donc, souvent, il faut conserver des fonctionnalités simples, efficaces qui fonctionnent bien. C'est un super outil, mais pour des gens qui maîtrisent très, très bien le sujet et qui vont connaître tout ce qui est sous-jacent à l'outil et qui vont savoir l'exploiter de la bonne manière. Mais pour quelqu'un qui ne maîtrise pas les techniques, ça va être beaucoup plus compliqué de mettre en place des campagnes qui sont efficaces et qui ne sont pas trop spammées. On fait un peu Q&A ou on n'a pas le temps? Tu veux quoi? On répond un peu aux questions? C'est ce qu'on allait faire. On va prendre 5 minutes pour répondre aux questions. Ouais, carrément. Alors, question de Quentin. Question technique. Wallaxy est-il utilisable par navigateur directement? Est-il nécessaire de télécharger une application? Et si oui, est-ce compatible Linux? C'est une extension Chrome, donc ça s'installe aujourd'hui sur Chrome et même on fonctionne sur Edge et sur Opera, je crois. Donc ça fonctionne assez bien sur tout type de navigateur et c'est pas une application. C'est ça. Et nous, on l'utilise principalement sur Chrome avec nos clients. Grégoire, j'ai 1500 contacts sur LinkedIn et quand je fais un post, j'ai environ 1000 vues. J'ai créé depuis un mois. Est-ce un bon résultat? La question, ça va être est-ce que tes 1000 vues, elles sont qualifiées? Aujourd'hui, la taille du réseau n'influence pas la portée d'un post. Donc, nous, on a quelqu'un dans l'équipe avec 600 relations, on a fait 1 million de vues. Il y a des gens qui ont 30 000 relations et qui font 1000 vues. Donc, la notion de contact sur LinkedIn va avoir très peu d'impact. Et l'idée, c'est de continuer à itérer. C'est-à-dire que 1000 vues, c'est pas mal. Mais on peut facilement aller à 5 ou 10 000 par post sur LinkedIn. C'est juste que il va falloir continuer de créer parce qu'une audience, ça se nourrit. Avant qu'elle aille engager, il va falloir des fois plusieurs posts que votre prospect va voir avant de mettre un commentaire et toujours réfléchir à la notion d'engagement, c'est-à-dire est-ce que le post incite à mettre un commentaire pour essayer d'obtenir de l'engagement et pour que ça booste les portées puisque c'est les likes et les commentaires qui vont essentiellement impacter la portée finale d'une publication. Donc, c'est difficile de dire est-ce que c'est un bon ou mauvais résultat. Le bon résultat, ce sera quand tu continues à publier et qu'au bout d'un moment, tu as des clients et des gens qui viennent te voir pour te dire « Ah, j'adore tes posts. Ah, j'ai téléchargé ton produit ou j'ai souscrit à ton service parce que j'avais vu tes publications. » Là, ça voudra dire que c'est un bon résultat. Oui, parce que potentiellement, tu parles à chaque fois de la peine de mort et c'est pour ça que tu commences à avoir de plus en plus de vues. Mais voilà, à part si tu vends des chaises électriques, ça va être chaud, quoi. Aurélie, est-ce qu'il y aura un replay ou une présentation? Donc oui, il y aura le replay. Et pour tout vous avouer, des fois, je tournais un petit peu la tête parce que je prenais des notes. Je vous enverrai quand même une presse avec les notes que j'ai pu prendre pendant le webinaire. Donc vous recevrez tout ça par email. Nous, on fera sûrement une FAQ aussi on a tendance à dupliquer. On fait des FAQ sur le blog aussi qui résume. Et on pourra aussi partager des contenus autour sur tout ce que j'ai présenté, on a un article sur chaque sujet. Donc, on pourra présenter des articles pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que c'est difficile d'aller en profondeur sur un sujet aussi large. Mais du coup, il y a plein de contenus ensuite pour s'améliorer et aller plus loin. Carrément, n'hésitez pas à aller sur le blog de Wallaxy, d'aller voir leur chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir sur notre chaîne aussi. Il y a pas mal d'infos sur tous ces sujets-là. J. Vincent, comment solutionner la problématique du copywriting dans l'automation? Le problème, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de solution idéale. Il faut beaucoup tester, il faut beaucoup écrire, il faut regarder ce qui se fait, comprendre qui est son prospect. Il y a un vrai travail d'empathie. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de méthode idéale. Nous, on travaille sur une technologie qui va permettre d'analyser les messages qui ont les mieux marché dans les campagnes de nos utilisateurs
Et ensuite, basé sur quelques mots-clés et ce que vous faites, essayez de vous proposer des messages avec l'IA qui vont correspondre à ce que vous faites et à un message de qualité. Mais rien ne vaudra un message bien écrit par un humain qui s'est mis à la place de la personne qui le reçoit et qui s'est dit, OK, ça, c'est un message pertinent. Yes. Après, il y a Léandre qui a une question sur est-ce qu'il y a un moyen de trier les résultats d'un hashtag par secteur géographique quand on recherche une publication? Pas que je sache, là ça rentre dans des trucs techniques, je ne me semble pas. Après, on n'en a pas parlé, mais c'est toujours bon d'aller retrier ces listes a posteriori une fois que vous avez fait un import dans l'outil, parce que peu importe que ce soit une recherche LinkedIn ou Sales Navigator, vous avez 30 à 40% des résultats qui ne correspondent pas à votre recherche. Donc, il y a un vrai travail de retri des listes pour s'assurer en fait, que vous allez atteindre des taux plus intéressants, parce que s'il n'y a que 60% des gens qui matchent avec les gens que vous voulez cibler, votre recherche, votre campagne, au mieux, elle fera 60% de résultats. Si vous arrivez à atteindre 95% de correspondance, en fait, votre campagne elle pourra aller jusqu'à 95% de résultats. C'est ça. Ça dépend si vous êtes prêt à avoir quelques déchets dans le tas, vous pouvez les laisser, mais si vous prenez un peu plus de temps pour trier, ça vous fait des campagnes plus qualitatives. Ça vaut le coup de prendre le temps. Ouais. J'ai une autre question. Sur les hashtags, moi j'ai toujours considéré que ça servait strictement à rien, ces hashtags, à part se faire cibler, comme rejoindre un groupe d'ailleurs, ça sert à rien à part se faire cibler. Est-ce que tu as des stats sur l'utilisation des hashtags ou pas? Dans les posts? Ouais. Est-ce que ça aide vraiment à la visibilité? On dit qu'il faut, il me semble que quand on avait un peu analysé, je crois qu'on dit qu'il faut 3 à 5 hashtags effectivement. Mais c'est pareil, il y a une problématique sur tout ce qui est, moi j'appelle suroptimisation des posts. C'est qu'en fait, la plupart des gens veulent se poser la question de est-ce que je dois faire un post long ou court, est-ce que je dois mettre une vidéo, un PDF, une image, est-ce que je dois utiliser les pods, est-ce que je dois publier à 17h ou 18h, est-ce que je dois publier le week-end. Alors en fait, toutes ces questions-là, c'est des questions qui doivent venir après. C'est-à-dire que quand vous avez publié tous les jours pendant 6 mois, que vous avez créé une audience, que vous avez de l'engagement, que vous avez commencé à avoir une portée qui est intéressante, là, on cherche à optimiser en allant plus loin. Mais tant que vous n'avez pas créé cette stratégie de contenu, cette régularité, et que vous n'avez pas une audience, ça, c'est de la suroptimisation. Et se concentrer dessus, c'est oublier que ce qui fait vraiment un post qui marche, c'est le contenu. Et nous, on a des contre-exemples. Voilà. On a des gens, sans mettre un hashtag dans son post, avec 600 relations et publier un vendredi soir à 18h, ce qui statistiquement est une des pires heures pour publier, on fait 1 million de vues. Donc, ça veut bien dire que la première chose, c'est vraiment le contenu et le reste, c'est de l'optimisation. Et même en publiant à 17h, parce qu'on voit que les stats disent que c'est mieux de publier à 17h, en fait, des fois, vous ferez un flop et vous aurez publié à 8h, vous ferez un meilleur post. Ça dépend des audiences, tout ça. Donc, j'aime pas trop donner des conseils précis là-dessus. Moi, mon conseil, c'est créer du contenu, soyez régulier, authentique. Et dans 6 mois, quand vous avez fait ça tous les jours, commencez à vous poser ces questions-là. Ouais. Je suis bien d'accord. JC nous demande s'il est possible de lever le nombre d'invitations à rejoindre une page entreprise sur LinkedIn. Parce qu'il y a 100 crédits par mois. Il suffit de ne pas utiliser cette fonctionnalité parce qu'elle ne sert pas à grand-chose. Qu'elle est spammante, que tout le monde s'en fout de suivre votre page entreprise et que même si les gens la suivent, ils ne vont pas voir vos posts parce que LinkedIn ne bossera pas à la portée de vos publications et que de toute façon, les pages entreprises, ça n'intéresse personne. Donc, il vaut mieux contacter les gens avec des comptes personnels, avec des approches quali. Et vraiment, moi, je suis extrême sur ça. Et la page entreprise, c'est une page vitrine qui sert aux gens qui veulent en savoir plus. Et ça ne doit pas être une méthode pour aller cibler des gens et tout le monde, envoyer des invites par centaines pour suivre une page entreprise, ça n'a vraiment aucun intérêt. Ouais, ça embête un peu tout le monde. On ne sait pas, peut-être un jour les pages entreprises, ça deviendra le Graal. Peut-être un jour, comme avant, les articles, c'était génial, et puis maintenant, c'est de la grosse daube sur LinkedIn. Voilà. Le monde change. Si vous écoutez les invites, vous êtes dans les 99%. D'ailleurs, d'après le sondage, on a quand même on a 65% des gens qui ne font pas partie des 99%. Donc, la stat, elle n'a pas l'air de trop marcher là. Donc, il y a quand même des petites optimisations sûrement pour tout le monde. Même toi, même moi, là, on a encore moyen de se oui, il n'y a personne qui est parfait après. Hein. Ouais. Alors, David dit, quand on a 2 comptes Wallaxy, comment gérer les doublons lors d'une campagne? Et ça, ils ont normalement une super fonctionnalité pour ça. Ça, c'est des sujets un peu techniques sur le produit, mais aujourd'hui, le plan compagnie, le plan entreprise qu'on avait sur Prospecting n'est pas encore disponible sur Wallaxy, mais on travaille dessus, ça va l'être dans 2-3 semaines. Et dessus, du coup, il faut prendre un plan entreprise qui va joindre les 2 comptes et qui vous permettra d'avoir une sécurité anti-doublon. Et donc, à chaque fois que vous importerez des prospects dans votre back-office, on vérifiera qu'ils ne sont pas dans les autres listes. Et donc, s'ils sont dans les autres listes, ils seront ignorés. Et ça vous évite d'avoir des doublons. Mais en l'état, là, dans la version aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce n'est pas possible. Quentin demande pourquoi tu n'as pas fait encore Firefox pour Wallaxy.
c'est possible que ça marche sur Firefox. Pour être honnête, aujourd'hui, Chrome, ça représente plus de 90% des navigateurs dans le monde. Ouais. Donc, on se concentre, on préfère faire un produit qui marche très bien sur Chrome qu'un produit qui marche moyennement sur Chrome et Firefox. Donc c'est ça pourquoi, le sujet. Pourquoi vous êtes embêté à faire sur Safari et tout alors? En fait, voilà, on a des trucs techniques, mais aujourd'hui, c'est Chrome qui a initié au départ les extensions Chrome. Et ensuite, les autres navigateurs ont permis les mêmes choses. Et aujourd'hui, dans le développement des applications, on utilise des fonctions qui permettent d'être cross navigateur. Mais elles ne sont pas toujours 100% compatibles. Donc, des fois, ça peut poser des soucis. Normalement, ça doit fonctionner. Je ne peux pas le garantir. Mais voilà, nous, on préfère créer des fonctionnalités qui marchent bien, qui sont intéressantes, que passer du temps à développer des versions pour d'autres navigateurs qui potentiellement vont créer plein d'effets indésirables. C'est ça. Nous, par exemple, sur les devs de sites web qu'on fait en WordPress sur mesure, il y a encore 2 ans, il y a des prospects qui nous cassaient les pieds pour que ce soit compatible Internet Explorer, machin. Ouais. Le truc est même plus supporté par Microsoft. Donc aujourd'hui, au moment, on ne casse pas les pieds, mais c'est vrai qu'on fait aussi sur les navigateurs modernes. Donc je suis bien d'accord avec toi. Sarah, notre cible est B2C. Le taux de conversion sur LinkedIn est très très faible. Qu'est-ce que vous me conseillez? Là, c'est compliqué parce qu'on sort du sujet LinkedIn, on sort même du sujet cold email. Le B2C, ça s'applique nettement moins. Donc là, on va aller chercher d'autres canaux, plus Facebook Ads, Instagram Ads, influenceurs, etc. Mais moi, je serais de très mauvais conseils parce que je ne fais pas de B2C et je pense que je serais très mauvais en B2C. Donc, je ne suis vraiment pas la bonne personne pour te conseiller là-dessus. Nous, on a 40% de notre bise qui est en B2C sur la conception de site et la prospection digitale. Et Sarah, mon meilleur conseil, c'est de plutôt aller chercher d'autres cibles sur LinkedIn. Les prescripteurs, des investisseurs, des choses comme ça. Voilà, nous, on va plutôt chercher avec nos clients leurs partenaires. On va aller chercher des relations presse. On va aller chercher pas mal de choses comme ça sur LinkedIn. Et par contre, on laisse tomber pour essayer de chercher le client final. À part si tu arrives à le trouver en disant moi je prends que les gens qui sont assistants ou que les PDG parce qu'ils ont plein de thunes, j'en sais rien, mais en général ça marche moins bien. Par contre, tout ce qui est partenaire, prescripteur, ça ouais. Et Adriane, j'utilise Prospecting Wallaxy depuis décembre. Avec les explications de Toinon, je me rends compte que j'ai besoin d'être formé pour bien utiliser cet outil. Pas de formation à l'outil, à part avec Pilotine, mais en formation de stratégie de prospection. Quelle solution pour ça? Pilotine, non? Ouais, ça semble couler de source, ça se dit ça? Disons qu'il y a 2 réponses. La première, c'est est-ce que tu as, en fait, à quel point c'est important pour toi, c'est ton canal d'acquisition. Si c'est le cas, je pense qu'il faut prendre une formation payante, ça vaut le coup. Le retour sur investissement, il est là, donc c'est sûr. Si par contre, tu n'as pas les moyens, que c'est un truc à part dans ton activité, tu as assez de contenu disponible pour t'auto-former sur Internet. Et donc là, il faut aller chercher ces contenus-là en fonction de tes sujets. Et il faut être prêt à investir un peu de temps pour avoir les résultats voulus sur les campagnes. C'est pareil dans les contenus qu'on pourra partager à posteriori. Nous, on a beaucoup de contenu explicatif pour se former à la prospection LinkedIn et pas que les outils, parce que la méthode derrière est importante. Mais sinon, Pilotine directement. D'ailleurs, petit retour d'expérience. En fait, souvent, on faisait des démos. À chaque fois, je prenais 5 minutes pour montrer à la fin comment pouvaient marcher des outils, dont Prospecting. Et c'est vrai qu'il y en a plein, ils me disaient, c'est génial ce truc. Alors, pour m'y mettre, je vais avoir soit ils vont y mettre 2 jours et puis ils vont laisser tomber, soit ils ont besoin de se faire aider. Donc, c'est pour ça qu'on a monté ces formations là depuis 15 mois maintenant. Et alors, petite astuce pour les gens qui participent, ça peut passer sur les budgets CPF quand vous êtes salarié ou autre, et ça peut passer sur les budgets OPCO des entreprises. Donc, c'est pris en charge à 100% parce qu'on est Calliope. On est bientôt Calliope. Et donc, du coup, tout ça passe sur les budgets, donc c'est pris en charge. Mais c'est vrai que pour une certaine typologie, notamment, une certaine typologie de personnes, c'est compliqué de s'y mettre. Tout n'est pas intuitif. Et donc, des fois, il y a besoin d'un petit peu d'accompagnement. Mais voilà, essayez surtout de faire financer ces formations-là ou alors passer du temps à vous renseigner sur Internet. Il y a plein de tutos un peu partout. Donc, mais nous, directement, on ne fait pas de formation. Donc, on fait que ce type de contenu comme aujourd'hui. Et après, on redirige vers Pilotine ou vers d'autres prestataires qui, eux, leur métier, c'est de faire la formation et de former à ces pratiques-là. Nous, notre métier, c'est de faire un outil, donc c'est pas les mêmes expertises, et donc forcément, on va pas le faire à nous-mêmes. C'est ça. Et en mix à la formation à l'outil, effectivement, tu as raison, c'est surtout de travailler sur mais pourquoi? C'est quoi la stratégie derrière? Qu'est-ce que je vais raconter? À qui je le raconte? Comment je le raconte? Qu'est-ce que je raconte? Ça fait pas mal de sujets. Et l'outil en soi, en général, c'est quoi les 20% du temps? Honnêtement, un outil comme Prospecting ou Wallaxy, depuis le temps que moi j'utilise ce genre d'outil, je passe plutôt 80% du temps à réfléchir, à créer mon message, tout ça. Et après, vu que l'outil est bien foutu, je mets en 30 minutes, mon truc, il est lancé. Je mets 30 minutes, pouf, c'est parti. Mais si je n'avais pas réfléchi pendant une demi-journée avant, mes 30 minutes, elles auraient été massacrées. Ok. Écoute, on a fait des questions un petit peu. Mal. Après, s'il y en a qui ont des questions.
Ouais, c'est là qu'on est vu qu'il y en avait qui parlaient de soucis techniques. Tout ce qui est soucis techniques, on ne va pas répondre de manière individuelle dans un live. On a un super support chat qui saura vous répondre de manière très qualitative et résoudre tous vos soucis si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement, ce sera plus simple pour tout le monde. Yes. Et n'hésitez pas à rajouter Toinon sur LinkedIn ou à m'ajouter. Vous pouvez vous poser vos questions et si vous avez besoin de retrouver le code promo, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, à me le redemander. Je vous l'enverrai avec plaisir pour vous filer un coup de main. Et puis, j'ai plus qu'à te remercier, Désolé pour les Toinon. connexions Internet. Hein. Ouais, bon, ça va. J'ai réussi. La première fois, j'ai eu du mal à comprendre si c'était moi ou si c'était toi, mais après, j'ai réussi à tenir le truc. Ouais, tu maîtrises ton sujet, ça va. Ça va. Est-ce que vous pourrez mettre, s'il vous plaît, une petite note entre 0 et 5 dans le chat? 0, c'était une catastrophe. Toi, non, était une tanche. 5, il vous a appris plein de trucs et vous allez pouvoir mettre en pratique tout ça. Et maintenant, vous allez faire partie des 1%. Ça a l'air d'être plutôt pas mal en termes de notes. Bon, ça va. T'es pas une tanche. T'es plutôt bon. Donc, encore merci, toi, non, pour toutes ces explications, pour ton temps, pour ton outil aussi. Quand même, ça aide beaucoup de prospecteurs ou de commerciaux, en tout cas, à mieux faire leur travail, à éviter de prendre tout le temps leur bagnole pour aller rencontrer la France entière. Maintenant, on peut prospecter depuis son pieu, depuis même ses toilettes, grâce à ton outil. Et puis, même quand on dort, on arrive à prospecter et ça, c'est plutôt chouette. Donc, merci à toi, merci pour ce que vous faites. Et puis, je te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi. Salut à tout le monde. À plus. Ciao, ciao.